Je remercie encore les participants de l'INA, des milieux de muséologie au Mexique, de s'être rassemblés et pour leur contribution à ce colloque. Je veux remercier aussi Gabriela Sanchez-Villegas de s'être intéressée au travail de la Boîte Rouge Vif, de nous avoir invités dans la magnifique ville de Guanajuato et de nous donner cette tribune pour parler de notre organisme. Je veux remercier aussi Gerardo Familiar Ferrer, qui a rassemblé la délégation du Québec, nous a aidés à nous préparer à cette rencontre. Je veux aussi remercier mon ami et collègue Antonio Larios d'être ici avec moi pour m'aider à animer les ateliers d'aujourd'hui et plus tard dans la semaine aussi aux employés du musée. Merci et félicitations aussi aux dames traductrices qui font un travail remarquable pour que malgré la distance imposée par la langue, on puisse réellement être ensemble et se rencontrer. Merci. Je vais commencer par parler du contexte dans lequel la Boîte Rouge Vif travaille. Nous sommes un organisme culturel autochtone. Je vais parler un peu du contexte des nations autochtones au Canada, plus spécifiquement au Québec. Il y a plus de 50 communautés autochtones qui sont rassemblées en 11 nations différentes au Québec. Ces nations autochtones ont connu une histoire de colonisation, surtout depuis, je dirais, à partir de la deuxième moitié du siècle 1800. Il y a eu des mesures d'assimilation, d'imposer. Les nations autochtones se déplaçaient sur un grand territoire, des territoires familiaux, suivant des cycles saisonniers. Mais il y a eu la création de territoires de réserve où finalement on a imposé aux gens des communautés autochtones de se rassembler et de se sédentariser dans un lieu fixe. On a aussi enlevé les enfants des familles pour les envoyer loin de leur famille dans des écoles résidentielles. Le message était qu'on allait leur transmettre une autre culture, la culture canadienne-française ou canadienne-anglaise, la culture des colonisateurs. On présentait ça comme leur rendre service. On leur empêchait de parler leur propre langue. On leur enseignait une autre langue. Pendant les 1 mois ou 2 par année où parfois ils avaient la permission de retourner dans leur communauté, les enfants qui étaient très jeunes et qui avaient appris la langue française ou anglaise étaient plus capables de discuter avec les membres de leur famille. Ça avait 2 grands objectifs. Ça avait l'objectif de sortir les Autochtones du territoire pour que le gouvernement ait accès à ces territoires et puisse exploiter les ressources de ces territoires. Et ça avait aussi l'objectif de faire des Autochtones des citoyens canadiens comme les autres. Mais en même temps, ça annulait leurs droits sur ces territoires. Des commissions d'enquête ont fait la lumière sur cette histoire et ont qualifié tout cet épisode historique de génocide culturel. L'objectif était de tuer ou au moins dévaloriser grandement la culture des peuples autochtones. Je vais présenter une citation d'une dame de la nation Micmac au Québec, la communauté de l'Istugouge, une dame que j'ai personnellement rencontrée. Citer une dame du nom de Catherine Sorbet de la nation Micmac au Québec que j'ai rencontrée personnellement et qui exprimait dans ses propres mots ce qu'elle a vécu. Elle-même a été enlevée de sa famille pour aller dans les écoles résidentielles. Voy a leerla en español, que tengo la traducción. Ahora que soy madre, me doy cuenta hasta qué punto debió ser una devastación total la que vivieron los padres, a quienes les quitaron los hijos, que perdieron la posibilidad de educarlos
y que fueron completamente alienados por culpa de las leyes del gobierno. Y actualmente nadie parece comprender la devastación ocasionada por esas acciones. Creo sinceramente que durante más de 50 o 60 años, los pueblos indígenas han vivido en la desesperación, en el olvido y en el total abandono cultural. Ha sido muy difícil reconstruirse como nación luchando contra la voluntad del gobierno de desaparecernos. Fuimos enviados a esta tierra por el gran Creador. Fuimos aceptados por Él. ¿Quién se atreve ahora a decir que no somos lo suficientemente buenos para habitar el planeta? El gobierno de Canadá lo ha dicho. Solo quieren que desaparezcamos, como si fuéramos un pueblo sin importancia, humanos sin importancia. Creo que solamente un gobierno indigno puede pensar así y intentar poner esas ideas en acción. Es triste, muy triste. Donc, des commissions d'enquête, comme je l'ai dit, ont reconnu ce génocide culturel et l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a élaboré une déclaration sur les droits des peuples autochtones. Je vais aussi lire un extrait de cette déclaration. El artículo 11 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen derecho a participar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas. Los estados pronunciarán reparación por medio de mecanismos eficaces, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado, o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres. Voilà donc la raison d'être de la Boîte Rouge Vif, ce pourquoi nous existons. Nous ne sommes pas un musée, nous sommes un organisme culturel. Nous sommes un organisme autochtone. Les membres de notre conseil d'administration sont uniquement autochtones et notre mission est d'accompagner les communautés dans la transmission et la valorisation de leur patrimoine culturel. Moi-même, je ne suis pas autochtone, mais c'est dans les projets et la rencontre interculturelle que nous travaillons et par le fait même que nous contribuons aussi à une certaine réconciliation en demandant de refaire confiance pour s'apprécier mutuellement. Donc, la Boîte Rouge Vif utilise la conversation, la rencontre, le respect et la valorisation des individus et de leur patrimoine culturel en développant une relation de confiance avec les porteurs de culture. Finalement, nous reconnaissons que les principaux experts des cultures autochtones sont les membres des communautés. Sont eux qui sont les mieux placés pour identifier et transmettre leur propre patrimoine culturel. Nous utilisons la concertation, qui est une manière de collaborer, une manière horizontale et égalitaire, une manière démocratique finalement, où chaque partie prenante dans un projet a un poids égal pour définir les orientations du projet et avoir un pouvoir décisionnel dans ce projet. Nous utilisons aussi la création et la formation comme des outils, dans l'objectif de libérer la parole
pour commencer, puisque la parole autochtone dans l'histoire de colonisation a été étouffée, a été dévalorisée. On a enlevé le droit aux membres des communautés autochtones d'être experts de leur propre culture. Donc, nous avons l'objectif de libérer, de porter, puisque nous sommes comme un véhicule, finalement, de la parole qu'ils nous partagent, et à incarner leur parole en construisant des dispositifs de transmission qui soient culturellement signifiants. Quand on parle d'incarner la parole dans des dispositifs de transmission, c'est là que ça rejoint la muséologie. Les expositions peuvent être une manière de transmettre la culture autochtone, comme les publications, comme les sites web, comme les films, comme les programmes éducatifs. En fait, tous les moyens sont bons pour contribuer à exprimer et à transmettre la culture autochtone, dépendamment des contextes, dépendamment des publics à qui ça s'adresse, dépendamment des objectifs du projet. Mais la Boîte Rouge Vif a développé, je dirais, une expertise en production d'expositions dans ce contexte. La Boîte Rouge Vif existe depuis 20 ans. A été fondée par un professeur-chercheur autochtone de la nation Wendat au Québec, qui est un professeur en design à l'Université du Québec à Chicoutimi. Pendant 10 ans, elle a eu des subventions, Madame Elizabeth Kane, que je peux nommer, a eu des subventions de projets d'alliance de recherche université-communauté. C'est-à-dire qu'au départ, les projets de recherche rassemblaient des co-chercheurs universitaires, mais aussi des co-chercheurs autochtones. Puisque les communautés autochtones, dans la tradition orale, n'acquièrent pas la connaissance, comme dans le monde occidental, par les écoles, par les universités, acquièrent la connaissance par l'expérience, par le côtoiement intergénérationnel. On allait reconnaître des expertises et la qualité ou le titre de chercheur autochtone dans les communautés sans que ce soit des formations académiques ou des diplômes universitaires. Donc, il y a toute une série d'ateliers. Autre problème? Ah! Une série d'ateliers de création en design qui a été organisée avec des artisans dans les communautés autochtones. L'objectif était de réfléchir autour de savoir-faire traditionnels, non seulement pour contribuer à transmettre les techniques et les savoir-faire, mais aussi réfléchir sur les valeurs, les principes, les histoires, tous les éléments intangibles qui étaient portés par ces savoir-faire. Plusieurs types d'ateliers de création pour se questionner sur leur identité culturelle aussi, enrobaient finalement ces ateliers de création. Ici, on voit une artisane de broderie dans une communauté autochtone. Dans le contexte de l'atelier, il y a déjà une rencontre et une transmission intergénérationnelle qui se fait. Et l'objectif de ces ateliers est de se donner la liberté de créer de nouveaux objets de design contemporain qui utilisent les savoir-faire et qui continuent de porter et d'incarner les valeurs, les principes, les histoires, les éléments de patrimoine culturel immatériel, finalement, qu'il y a autour de ces savoir-faire. Ici, on voit un exemple, pour en rester avec l'artisane en broderie, d'un mobilier qu'elle a ornementé avec des symboles de son patrimoine familial et communautaire. Et après avoir organisé ces ateliers, on a réalisé des expositions pour montrer et diffuser ce travail des artisans. C'est ce qui a permis de développer l'expertise de la Boîte Rouge Vif en production d'expositions par la démarche collaborative. On voit à droite une photo de l'exposition en tant que telle, l'œuvre exposée avec d'autres œuvres du même groupe d'artisans. Il y a eu des groupes dans différentes communautés d'organisés. Donc l'exposition allait être présentée dans d'autres communautés. Ça
occasionnait des occasions de rencontre entre des artisans d'une même nation, mais de communautés différentes, et même des artisans de nations différentes autour de leur création. On continue avec la production de dispositifs de transmission culturelle, ici sous forme d'un catalogue artistique qui accompagnait l'exposition et qui allait plus loin dans la manière de raconter les ateliers de création, ce patrimoine immatériel autour des savoir-faire, et mettre en valeur aussi tout le processus de création des artisans. Ça, je dirais que ça a été les premiers 10-15 ans de la Boîte Rouge Vif, qui était vraiment ancrée dans la recherche. La Boîte Rouge Vif est un organisme de création-production qui visait à récupérer les méthodes collaboratives développées par la recherche, mais appliquées dans des projets de production. On était un peu un instrument au service de la recherche, mais ce faisant, on a développé une expertise spécifique aussi. Donc, en 2010, la Boîte Rouge Vif a été partenaire avec le Musée de la civilisation de la Ville de Québec. C'est un musée d'État. Je crois qu'on peut comparer ça à un musée national, ici, qui avait déjà une exposition sur les Premières Nations et les Inuits, une exposition permanente, mais qui souhaitait renouveler. Et cette fois, il voulait renouveler l'exposition davantage en collaboration avec les nations, pour avoir un portrait davantage d'une culture vivante. Je me rappelle encore une grande réunion qu'il y avait eu au début de ce projet. Ça rassemblait des représentants culturels de chacune des nations, délégués par leur propre structure politique. Et il y a un membre de la communauté Mohawk qui avait dit « Quand j'entre dans un musée et que je vois une exposition sur ma propre culture, je dois me pincer pour être certain que je suis encore en vie. Parce que ce que je vois, c'est une représentation du passé. C'est une mise en valeur des collections, des musées, selon leur propre manière de faire, et je ne me reconnais pas aujourd'hui dans cette représentation. Donc, ce projet avait un grand défi, au-delà même de réaliser l'exposition. Il faut dire qu'au Québec, les musées et les universités sont perçus par les communautés autochtones comme des voleurs de culture. Et j'insiste, c'est dans le contexte du Québec, et c'est la perception des peuples autochtones. Donc, la Boîte Rouge Vif avait un mandat d'être un peu médiateur et courroie de relations entre le musée et les nations autochtones. On devait donc, d'une certaine manière, avouer l'histoire qu'eux avaient vécue et qui les touchait affectivement encore énormément. On devait dire de manière transparente, nous savons qu'est-ce que vous avez vécu, nous savons comment vous percevez les universités, les musées, mais nous vous demandons de nous faire confiance parce que l'objectif de ce projet est de faire les choses différemment. Mais vous devez comprendre toute la responsabilité qui venait avec ce positionnement. Parce que si on invite les gens à nous refaire confiance, en leur demandant d'être convaincus que les choses allaient être faites différemment et qu'ils allaient avoir un pouvoir plus haut dans leur propre représentation, il fallait que ce soit le cas. Parce que si les mêmes erreurs du passé étaient reproduites encore, ça pouvait être extrêmement dommageable dans l'histoire des relations interculturelles. Donc, forcément, dans ce projet, qui nous a permis aussi de grandir et de continuer à parfaire notre expertise, on est un peu devenu un chien de garde de ce que les communautés autochtones nous partageaient et que nous, on devait défendre. On avait un travail aussi de médiation à faire auprès des employés du musée pour les sensibiliser à cette responsabilité qu'ils devaient revêtir eux aussi. Donc, on a commencé une tournée par les recommandations des représentants culturels des nations, qui, eux, étaient un peu la liaison avec les experts culturels et les communautés.
Une tournée dans au moins une communauté par nation. Au total, il y a 18 communautés qui ont été visitées dans un processus qui a duré à peu près 2 ans. Le processus de réalisation de l'exposition lui-même a duré à peu près 3 ans. Donc, il y a diverses activités qui ont été organisées pour documenter le patrimoine culturel. On voit à gauche, auprès des jeunes, il y avait le défi aussi d'aller chercher la perception des jeunes des communautés sur leur propre identité culturelle. Aussi avec les aînés qui avaient vécu une expérience beaucoup plus grande, des fois des activités séparées, des fois ensemble. Aussi divers types d'activités sur mesure. On voit dans le bas, on ne voit pas très bien, mais c'est un type d'entrevue qu'on faisait autour des cartes du territoire pour que les gens nous parlent de leur relation à ce territoire et les types d'activités qu'ils pratiquaient. Ça ici, c'est d'autres exemples, encore là, de visites guidées, à droite, de visites guidées de la communauté, mais en fait, on sort des murs, des maisons et des rues pour aller davantage sur les territoires traditionnels de chasse, de pêche, qui sont encore occupés autour de la communauté. À gauche, autour d'un patrimoine, c'est une activité intergénérationnelle, en fait, avec une grand-mère et ses 2 petites filles, autour du patrimoine photographique de cette dame. Par les questions posées par ses petits-enfants, elle allait raconter des épisodes de sa propre vie. Ensuite, la conception de l'exposition. Je me rappelle d'ailleurs, hier, une conférence d'un représentant de l'INA, je crois, qui disait qu'après avoir récolté des contenus, ça prenait l'assistance de concepteurs pour représenter ces contenus-là. C'est encore dans une poursuite de la démarche collaborative où, par diverses stratégies, qu'on parlera un peu plus dans les ateliers, des stratégies qui sont à la portée, finalement, un peu de tout le monde. On allait essayer de trouver des mécanismes de transmission ou des stratégies de transmission des différents thèmes qui avaient été identifiés et partagés. Tout ça jusqu'à définir un peu plus dans le détail les différentes zones de l'exposition autour d'une maquette. Évidemment, un musée, ça a des collections aussi. C'est une grande partie du travail de réalisation d'une exposition, surtout pour les équipes des musées eux-mêmes. Donc, il y a des ateliers avec des experts de la culture matérielle de chacune des nations. Un atelier par nation a été réalisé pour choisir les objets, mais aussi pour documenter des témoignages sur ces objets-là et penser à des stratégies de mise en espace, finalement, pour les présenter. Ici, c'est des exemples de l'exposition en tant que telle, des photos. Je dois rajouter quand même que, pour faire du pouce sur les communications de tout à l'heure, que cette exposition a reçu le prix du gouverneur général du Canada en 2014, volet Histoire vivante, pour le caractère révolutionnaire de la démarche de collaboration qui avait été mise en place. Cette reconnaissance-là du gouvernement envers la démarche collaborative est extrêmement importante, puisqu'on a fait des entrevues d'évaluation du processus de concertation avec des représentants des nations autochtones. Et même si c'est un projet d'envergure où tout n'avait pas été parfait, ça avait créé un précédent. Et comme le disait le monsieur tout à l'heure, on ne pouvait pas revenir en arrière. Le message qui était lancé, c'est que maintenant, il ne pouvait pas y avoir de projet d'exposition sur les cultures autochtones sans impliquer les gens des communautés dans ces projets. Le travail de la boîte rouge vif, comme je l'ai dit tout à l'heure, de production de dispositifs de transmission culturelle ne s'arrêtait pas là. Il y avait un matériel énorme qui avait été recueilli dans les 2 ans de tournée de concertation. Pour donner un aperçu, c'est peut-être 250 heures de matériel vidéo, plus de 10 000 photographies, l'équivalent de 2000 pages de transcription d'entrevues. Même si les grands thèmes qui ressortaient de cette concertation-là ont influencé le développement de l'exposition, de manière concrète, c'est peut-être entre 5 et 10 % de tout ce contenu-là qu'on voyait de manière explicite et concrète dans l'exposition. Donc, les gens des communautés, une fois rassemblés, encore les représentants culturels, après l'ouverture de l'exposition, nous ont rappelé, comme à chaque moment où ils nous partageaient ces témoignages,
qui avaient à cœur que ça puisse retourner aux communautés et que ça puisse leur être utile aussi. Une image souvent qui était utilisée, puisque les communautés sont davantage dans le nord et le musée était plus au sud, il nous disait « Ce qui sera exposé au sud doit aussi être exposé dans le nord. » Mais on ne peut pas prendre la salle d'exposition puis la déménager dans toutes ces communautés, en faire des duplicats. Tout est possible, mais on n'avait pas les ressources pour le faire. Donc, on a dû développer d'autres stratégies pour retourner ces contenus. Et puis, ça encore là, c'est des principes éthiques que je vais parler un peu plus dans l'atelier, mais ce n'est pas en retournant les 2000 pages de transcription d'entrevues au conseil de bande qu'on s'assurait que ces contenus-là puissent être utilisés. Je fais un petit retour en arrière pour parler encore de cette perception des communautés, des universités comme des voleurs de culture. Souvent, ils utilisaient le concept de recherche hélicoptère. Il y avait l'impression que des chercheurs arrivaient dans les communautés, réalisaient des activités et repartaient en hélicoptère avec ces contenus. Et puis plus jamais les gens en entendaient parler. Et puis on demandait, oui, mais vous n'avez jamais eu de retour, de rapport, des choses comme ça? Ils nous disaient, ah oui, peut-être, ou je me rappelle, peut-être dans le bureau du chef, il y a quelque chose, je ne suis pas certain. Donc, ce n'était pas suffisant. On ne pouvait pas se dire, voilà, check, c'est réglé, on a retourné l'information. Donc, on a demandé des avis, encore là, sur quel type de production développer. Suite à ce projet, on a réalisé, entre autres, une publication qui peut être considérée comme un catalogue artistique de l'exposition. Que j'ai amené ici, d'ailleurs, si vous voulez consulter. Je prends un plaisir de vous montrer. Malheureusement, seulement qu'en français. Il existe aussi en anglais, mais pas en espagnol. Et puis le défi, en fait, on était très fiers d'avoir réalisé ça. Encore là, c'est une production interculturelle. En fait, c'est Elisabeth Kane, toujours, qui a dirigé la publication, mais avec Jacques Curtness et Jean Tanguay, un métis et un membre de la nation Innu, qui est un chercheur, en fait, professeur psychologue, un spécialiste des philosophies autochtones. Et puis, c'était un peu un pari qu'on faisait. Dans notre vision de la démarche collaborative, on croyait que les témoignages des participants étaient suffisants. On voulait voir si on était capable de créer un discours et une œuvre artistique seulement qu'à partir des témoignages des gens. Je dirais qu'il y a à peu près seulement que 5% de textes de synthèse qui ont été écrits par les auteurs. Ensuite de ça, ce n'est qu'un enchaînement de témoignages, un après l'autre. C'est un travail finalement de casse-tête, de créer une trame narrative en enchaînant les différentes citations des participants et en associant ça à du visuel, encore là, qu'on avait récolté dans la tournée de concertation. On a aussi réalisé un site web qui était d'ailleurs présent dans l'exposition, qu'on appelle de vignettes augmentées. Souvent, dans les collections, on voit un objet, par exemple, tambour, os, peau, peinture, 1925, communauté de Kanawagé. Mais finalement, il y a tellement plus à raconter autour de cet objet. Et comme on l'a vu avec la citation de la dame au début, c'est des discours qui sont très émotifs, qui sont affectifs, qui permettent de ressentir davantage. Et nous, on croit en ce pouvoir de combiner la description et l'expression, l'information avec le caractère plus sensible, pour communiquer un message, finalement. Donc, ce site web était autour de savoir-faire traditionnel, présenté près de certains objets dans le musée, mais encore là, pour parler davantage des techniques de fabrication et des éléments de patrimoine immatériel, intangible qui étaient autour de ça. Évidemment, c'est disponible sur Internet maintenant. C'est un autre aspect éthique qu'on va parler dans l'atelier, mais on reconnaît que ce que les gens nous ont partagé leur appartiennent. Donc, on est retourné d'ailleurs dans les communautés pour redonner ces productions-là, les expliquer. Et quand les gens nous demandaient, par exemple, des copies de films, c'est un autre produit qu'on a réalisé. C'est un peu comme le catalogue, finalement, qu'on a vu tout à l'heure, mais sous forme de film. Donc, ça enchaîne
les témoignages des gens sans apposer de discours supplémentaires par-dessus pour faire un lien. Bien, on a présenté ce film-là dans toutes les communautés dans lesquelles des gens apparaissaient dans ce film avant d'en faire une diffusion plus large. Et puis, on a réalisé aussi plusieurs petits courts-métrages, des capsules pour présenter les nations, présenter différents thèmes. Et puis, quand les gens, par exemple, des écoles nous demandaient des copies de son, on leur donnait puisqu'on considérait que ça leur appartenait. Du matériel pédagogique aussi, parce que souvent, les écoles nous demandaient, oui, c'est bien beau avoir créé tout ça, mais comment on utilise dans les écoles? Comment on deal, excusez-moi l'anglicisme, mais avec les programmes éducatifs officiels du ministère pour inclure ces contenus culturels. Donc, on a travaillé avec des experts en éducation pour créer des guides pédagogiques à l'intention des enseignants des écoles pour que l'utilisation du livre, du film, en fait, on a fait seulement pour le site Internet pour l'instant, mais l'objectif, c'est d'aller rechercher du financement pour le faire avec les autres produits. Comment utiliser ça dans un contexte scolaire? Aujourd'hui, maintenant, la boîte rouge vif est rendue à une étape de son histoire où on est partie prenante d'une chaire de recherche UNESCO. C'est un peu en exclusivité d'ailleurs que je peux vous l'annoncer, puisque l'annonce officielle de la part de l'Université du Québec à Chicoutimi devra se faire dans les prochains jours. Le document même de présentation de la chaire, j'en ai eu une version de travail avant de partir pour vous la présenter, mais ça allait être officialisé le 23 février. Donc ça vous donne une idée, c'est très nouveau. C'est une chaire de recherche sur la transmission culturelle des premiers peuples comme dynamique de mieux-être et d'empowerment. Il y a des partenaires aussi de Colombie, du Brésil, de France, du Québec. Et la boîte rouge vif fait partie de l'organigramme de cette chaire-là, mais comme un organisme de création-production en démarche collaborative. Donc encore, pour réaliser des projets dans les communautés et être au service de ces recherches interculturelles. Je vais aussi, je vais reprendre le document pour les dire en espagnol, partager les orientations de cette chaire pour encore là comprendre la ligne directrice, je dirais, de notre travail. Objetivo general de este grupo de investigación es de contribuir al bienestar, así como a la capacitación de los miembros de las comunidades indígenas, según un enfoque colaborativo, creativo y multidisciplinario. Hay extractos de la definición de este grupo. Promover las relaciones igualitarias entre los expertos indígenas, los investigadores no universitarios y los investigadores universitarios, incrementando así los acercamientos interculturales. Creer que al elaborar programas de investigación en conjunto con sus colegas indígenas y a partir de sus preocupaciones, de sus necesidades y de sus ideas, aumentan la posibilidad de subvenir a los desafíos del mañana y se crean nuevas propuestas. En este sentido, las nociones con y por, contrarias a aquellas de para y sobre los pueblos originarios, forman parte integral de todos los trabajos del grupo de investigación. Otras informaciones sobre el grupo de investigación y su influencia, permitir una reflexión colectiva entre el cruce y la tradición y los desafíos contemporáneos de las comunidades bajo un modelo de autodeterminación y según una visión endógena. Participar en la decolonización de la investigación, así como de las relaciones entre nativos e inmigrantes, a fin de promover el empoderamiento de los pueblos indígenas originarios. Impulsar la creación de proyectos culturales innovadores creados por las comunidades según sus aspiraciones y prioridades, originados en y anclados en sus prácticas culturales. Contribuir al cambio de la percepción que tienen los no indígenas con respecto a los indígenas,
permitiendo a los pueblos originarios y pueblos inuit hacerse cargo de su propia transmisión, por ejemplo, adquiriendo los conocimientos tecnológicos necesarios para la producción de herramientas de mediación cultural. L'autre partie de ma présentation, c'est pour vous parler des différentes étapes de la production d'une exposition par la démarche collaborative. Souvent, en contexte de muséologie, on va beaucoup axer sur la collecte de contenu et sur la conception de l'exposition comme des moments de collaboration. Mais en fait, il est important de commencer, on peut commencer plus tôt et continuer plus tard la collaboration, toujours dans les objectifs que je vous ai dit tout à l'heure de relations de confiance et d'appréciation mutuelle dans la rencontre. C'est un projet qui a eu lieu dans la communauté autochtone de Equanichit, sur la côte nord du fleuve Saint-Laurent au Québec, une communauté d'environ 1000 habitants. Et c'est un modèle exemplaire où, en fait, moi, c'est le projet d'exposition dans lequel j'ai été impliqué, où la collaboration et le pouvoir des membres de la communauté a été la plus élevée au plus d'étapes possibles du projet. En fait, pour en revenir au contexte des Autochtones, cette communauté avait une relation avec le territoire de cette région, entre autres avec un archipel d'îles qui avait le long du Saint-Laurent, l'archipel de Mingan. Dans les années 80, le gouvernement du Canada a créé le Parc national de l'archipel de Mingan, avec l'objectif de protéger et mettre en valeur ce territoire naturel. Mais les membres de la communauté autochtone d'Equanichit avaient l'habitude de fréquenter ces îles pour y pratiquer des activités traditionnelles de cueillette d'œufs d'oiseaux migrateurs, de plantes médicinales, de fruits comestibles, de chasse à des mammifères marins, à des oiseaux migrateurs également. Donc, à partir du moment de la création du parc, la seule relation possible que les gens de la communauté pouvaient avoir avec l'archipel était de se mettre en position de touristes sur leur propre territoire et à suivre les visites guidées par les experts de Parc Canada. Après de nombreuses années de revendications et de négociations, Parc Canada a consenti à offrir un bâtiment à la communauté, à construire un bâtiment neuf pour la transmission de leur culture, en compensation finalement aux pertes culturelles et aux bris de transmission que représentait l'instauration du parc naturel. La communauté a nommé l'édifice la Maison de la Culture, como utilizan aquí las casas de la cultura. Mais l'objectif du projet était que les gens de la communauté réellement sentent que c'était leur propre maison, pour favoriser leur appropriation du lieu et qu'ils puissent occuper cet espace pour transmettre leur propre culture à l'interne. Donc, quand je parlais de la boîte Rouge Vif qui avait la responsabilité d'être un médiateur entre les experts culturels et un promoteur d'un projet, par exemple, dans ce cas-ci, le promoteur et l'expert culturel, c'est la même entité. C'est la communauté elle-même qui voulait impliquer ses propres familles dans l'élaboration de l'exposition, donc solliciter l'accompagnement de la boîte Rouge Vif pour que l'exposition se réalise de cette manière. Une exposition qui aurait pu prendre 6 mois à réaliser a finalement pris 2 ans pour permettre ce rythme de collaboration. La première étape a été en fait une journée porte ouverte organisée dans cet espace vide en invitant les gens des communautés, de la communauté en fait, des différentes familles, à apporter des objets, des photos de leur patrimoine familial et à témoigner ce qu'ils voulaient bien nous partager par rapport à ces objets. Et aussi des objets qui étaient déjà rassemblés par la communauté elle-même, une sorte de collection. Suite à cette journée-là, on a pu finalement réaliser un concept préliminaire, définir des thèmes et grosso modo, qu'est-ce qu'on voulait exprimer par ces thèmes-là. Aussi mettre en lumière certains objets qui provenaient de la communauté, ce qui a permis de réaliser un document de concept préliminaire et d'aller en recherche de financement pour réaliser l'exposition
d'une manière collaborative. Donc, la communauté elle-même a investi dans le projet. Elle avait à sa disposition des enveloppes qui provenaient de redevances des grandes compagnies d'exploitation des ressources du territoire, comme des compagnies d'hydroélectricité, par exemple. Je crois que c'était le Fonds Hydro-Québec qui a servi à financer cette exposition. Et aussi Tourisme Côte-Nord, une institution touristique régionale qui voyait dans ce projet l'occasion de développer un produit touristique intéressant. Donc, il ne fallait pas perdre de vue non plus les objectifs du projet. Oui, développer un produit touristique, mais aussi que ce même produit puisse servir à la communauté elle-même à transmettre sa propre culture aux générations plus jeunes et aussi à faire en sorte qu'ils puissent s'approprier ce lieu et s'y sentir chez soi. J'ai vu un signe comme de quoi... C'est bon, la traduction? Ça fonctionne toujours? Merci. Ensuite de ça, il y a la négociation des niveaux de collaboration aux différentes étapes du projet. On voit à gauche la responsable de la Maison de la Culture, ou en fait du développement culturel de la communauté, avec Elisabeth King, qui était directrice de la Boîte Rouge-Vif à l'époque, qui a davantage joué un rôle d'aviseur en tant que professeur-chercheur autochtone pour la mise en place de la démarche collaborative. Donc, toutes ces étapes-là précèdent le projet. C'est des premières étapes avant même d'avoir un projet d'exposition. Mais cette négociation-là est très importante pour ne pas créer de fausses attentes qui allaient après peut-être créer des frustrations et une baisse de relations de confiance. Il y a eu ensuite le début vraiment de la production. Donc, définir et planifier le processus avec les chargés de projet. Il y a eu un événement communautaire d'organiser pour inviter tous les gens de la communauté à apprendre quel projet allait se dérouler finalement dans leur propre communauté, dans ce lieu-là, pour finalement commencer à inviter les gens à collaborer. Un calendrier des activités de collaboration a été organisé. Et très important, un comité de direction et de validation a été organisé avec 3 membres de la communauté autochtone. Donc, ce comité n'était formé que de membres de la communauté. Ce comité, oui. Pour prendre les décisions durant le processus et pour valider chaque résultat de chaque étape d'avancement dans le projet. Ensuite, il y a eu une première phase de collecte de contenu qui a été organisée à partir des thèmes qui avaient été pointés dans la journée porte ouverte. Il y a des experts culturels qui ont été pointés dans la communauté pour parler de certains sujets. Ça a été l'occasion finalement d'une première série de 2 semaines, un premier terrain de 2 semaines d'entrevues et d'activités de concertation. Il y a un journal visuel qui a été créé et distribué à la communauté pour informer tout le monde de qu'est-ce qui s'était passé durant ces 2 semaines-là. Qui avait participé, sur quel sujet, quel film avait été tourné, quelles entrevues finalement avaient été documentées. Ensuite, il y a eu un projet pilote. Il y avait, je crois, 6 thèmes dans l'exposition. Il y a un thème qui a été développé en premier. L'objectif, c'était vraiment de trouver une recette, une manière de procéder par la rencontre, par l'échange, et aussi de démontrer comment se construisait finalement une exposition, pour favoriser que les gens puissent prendre conscience de comment leur implication allait cheminer dans le projet et s'incarner finalement. Et ça a été très important dans la relation de confiance. Je me rappelle encore, la première journée que je suis arrivé dans cette communauté pour la première série d'activités, la responsable, l'une des 2 responsables du musée, on ne s'était même pas encore présenté. Elle savait qu'est-ce que je représentais, par exemple. Et elle m'a demandé de venir dans son bureau et elle a commencé tout de suite à me parler d'un hamac spécial, traditionnel, dans lequel ils enrobaient les bébés. 2 parties, en fait. Un tissu pour enrober les bébés et le hamac dans lequel il allait mettre le bébé enveloppé. Et puis, elle commence à me conter toutes les dimensions symboliques autour de ça et pourquoi c'est si important pour elle. Moi, tout de suite, je me suis mis en mode note et en dialogue pour démontrer à la dame que j'entendais bien ce qu'elle me disait. Parce que moi, mon objectif,
c'est de porter sa parole, pas d'essayer de l'interpréter, de l'analyser et de la décliner de ma propre manière ou par mon propre discours, mais vraiment de noter qu'est-ce qu'elle me dit et de lui donner le feedback que je lui demande une validation. Est-ce que j'ai bien compris qu'est-ce que tu trouves important et qu'est-ce que tu me partages? À partir de ce moment-là, c'est comme si la glace était brisée. Là, on pouvait continuer à parler. Donc, pour en revenir à ce projet pilote, c'était aussi pour démontrer que la contribution de tel individu se rencontrait dans la création d'un dispositif d'exposition. Ensuite de ça, on a reproduit la recette qu'on avait trouvée, parce que l'objectif était d'impliquer toutes les familles, mais les familles n'avaient pas nécessairement des expertises égales, donc on a formé des triades de conception. Ça rassemblait 3 personnes finalement, un aîné de cette famille qui était très connaissant du patrimoine culturel, aussi une personne qui était davantage de profil artistique, conceptuel, et une personne qui était davantage à l'aise avec l'écriture, pour ensemble trouver des manières de représenter un thème dans l'exposition. Ça nous a amené à une première maquette de l'exposition, des différentes zones thématiques, et avec cette maquette, on a organisé une autre activité publique de validation, avant d'aller plus loin. C'était en quelque sorte une amorce de scénarisation. Définir dans le détail qu'est-ce que ça nous prenait pour réaliser les idées. Donc, il y a une deuxième phase de documentation qui a été réalisée pour aller combler les manquements, finalement, au niveau des contenus. Il y a aussi des ressources qui ont été engagées dans les communautés. Entre autres, on ne le voit pas très bien, il est sombre, mais le monsieur avec la casquette dans le milieu de la photo de droite, c'est un passionné de photos et de vidéos et de relations humaines aussi, je dirais. On lui donnait une petite formation pour qu'il puisse faire le tour des foyers dans la communauté pour faire des entrevues avec les gens, pour récolter des copies de leur patrimoine photographique et vidéographique, et puis aussi de récolter des témoignages avec ça. Il y a eu des groupes d'experts aussi de réaliser pour produire certains éléments de l'exposition. Comme ici, je travaillais avec 2 experts de la fréquentation du territoire. Celui qui est debout, à un moment donné, m'avait montré en fait Google Earth qu'il utilisait, où il avait mis plein de points où il pouvait archiver des photos du territoire et des informations relativement à ces sites. Et puis il me disait, ça pourrait être intéressant qu'on ait ça dans l'exposition, une carte interactive. Donc nous, tout de suite, on met la production en branle. On a organisé une entrevue avec une immense carte imprimée pour qu'ils puissent nous raconter les cycles de déplacement en territoire, nous présenter des sites sacrés importants, et puis qu'on puisse documenter finalement toutes ces informations. Et c'est drôle parce que dans l'exposition, c'est un dispositif qui intéressait beaucoup les jeunes. Les enfants allaient tout de suite vers ce qu'était nouvelle technologie interactive et puis étaient capables de manipuler tout ça encore mieux que les aînés. Il y avait un autre dispositif aussi qui visait à faire entendre les cris de chasse pour imiter les oiseaux. Puis c'était drôle à l'inauguration d'exposition d'entendre les enfants imiter les cris parce qu'ils les entendaient dans les oreilles. Mais ça a été tout un travail de persuasion, de convaincre celui, encore là, qui est debout, d'imiter les cris d'oiseaux dans un contexte d'enregistrement studio. Ensuite, un atelier de rédaction d'une semaine où on donnait de la formation sur comment rédiger des textes d'exposition. Donc, tous les niveaux d'écriture, les titres, les sous-titres, les vignettes, les textes principaux, pour que vraiment ce soit réalisé par les gens de la communauté. Une dernière rencontre avec le groupe de conception sur certains détails. Ensuite, des mandats de fabrication d'objets qui ont été donnés à des experts artisans dans la communauté. Ici, par exemple, c'est un grattoir traditionnel qui a été fabriqué en os de caribou pour préparer les pots. Et là, on est rendu en fait davantage à la portion après-projet, où on continue encore la collaboration. Ici, on forme des guides animateurs, finalement, pour que ce soit des employés de la communauté eux-mêmes qui animent l'exposition. Il y a eu évidemment la journée d'ouverture, l'inauguration, après 2 ans, où c'était extraordinaire de voir des gens de la communauté rentrer pour la première fois dans ce lieu, après des années pourtant que ce lieu existait, voir des objets. Je me rappelle encore une dame qui est rentrée, qui a vu ce même tissu pour envelopper les bébés et qui savait que c'était sa grande-tante qui l'avait fait et qui se rappelait que son cousin avait été emmailloté là-dedans quand il était jeune.
Puis on voyait toute l'émotion qui montait aussi, c'était très touchant. Et finalement, l'évaluation du processus, pour vérifier si les intentions de collaboration, si les gens percevaient qu'il y avait réellement eu la collaboration jusqu'à ce niveau. Ça, c'est une photo de l'exposition en tant que telle, une fois réalisée. Et puis, la démarche collaborative, elle, a l'avantage de créer d'autres produits, d'être un tremplin finalement. Après le projet, il y a une solide relation de confiance et de collaboration qui avait été développée entre la Boîte Rouge Vif et la communauté. Alors, il y a un cinéaste de la Boîte Rouge Vif. On a demandé du financement pour qu'il puisse accompagner des jeunes décrocheurs de l'école pour avoir un projet culturel qui les garde intéressés et motivés et actifs finalement. Le défi souvent aussi est d'aller chercher le regard des jeunes par rapport à leur propre identité culturelle. Donc c'est un gros projet d'1 an où il y a eu de la formation et de l'accompagnement en production audiovisuelle pour que des jeunes de la communauté puissent réaliser des courts-métrages culturels finalement. Une collaboration entre le cinéaste de la Boîte Rouge Vif et un cinéaste autochtone aussi pour donner ces formations. Donc voilà, c'est presque terminé. Des plus-values de la démarche collaborative, au-delà des produits que ça donne. Un instant, je vous prie. C'est pour l'expérience humaine. Quand je vous parlais de relations de confiance, c'est ça aussi qui est beaucoup la retombée du projet, au-delà d'avoir une exposition, c'est de contribuer au rapprochement des peuples. Contribuer à une réparation de l'histoire, finalement, qui génère par le fait même des résultats d'une grande qualité. La diversité, la complémentarité et l'égalité provoquent l'engagement, la mobilisation, l'adhésion, le développement d'un sentiment d'appartenance. C'est des projets qui sont davantage ancrés dans leur milieu, adaptés au contexte, aux sources d'identification et de retombées pérennes. C'est une occasion de partage et de formation pour un accroissement des capacités des parties prenantes. Chacun en sort gagnant et grandit. C'est une confiance et une mobilisation qui excèdent les limites du projet, comme je l'ai expliqué, pour une continuité dans la collaboration, pour un effet de levier ou de tremplin pour d'autres projets. Alors voilà, je termine la présentation en présentant cette publication que j'ai aussi ici, seulement qu'en français et en anglais pour l'instant, mais peut-être qu'un jour elle existera en espagnol, qui vulgarise et transmet les résultats de 20 ans de recherche en démarche collaborative, en contexte de rencontres interculturelles. Et voilà, qui a pris 4 ans à produire et dont on a tiré les éléments pour cette présentation et pour les autres ateliers à donner cette semaine. Donc, je vous remercie énormément de votre attention et ça a été une grande fierté pour moi de pouvoir vous partager ces expériences. La Boîte Rouge tiene herramientas cualitativas de autoevaluación. La Boîte Rouge Vif, il y a des outils qualitatifs d'auto-évaluation. Oui, en fait, d'évaluation du projet lui-même. C'est davantage des choses qu'on va présenter dans l'atelier d'ailleurs. On a réalisé des outils pour pouvoir déjà au départ négocier la collaboration. C'est un grand apprentissage qu'on a eu de projets passés. Et puis, ces outils-là, par le fait même, comme je l'ai dit tout à l'heure, permettent de dialoguer, de faire un regard de retour finalement sur le projet pour que les gens puissent dire si la collaboration les a satisfaits. Ça se passe beaucoup en entrevue, puisque effectivement c'est qualitatif plus que quantitatif. Dans le guide, il y a un chapitre, pas un chapitre, mais une section, un sous-chapitre complet de consacré à une évaluation, un projet d'évaluation qui a été fait d'ailleurs au Brésil avec des communautés guarani. Les questions d'évaluation elles-mêmes ont été développées en collaboration avec des chercheurs autochtones sur place. Et c'est avec différents participants, différents groupes de participants, au niveau, par exemple, des experts culturels pour la collecte de contenu, au niveau des concepteurs d'exposition. Donc, ce n'est pas toujours les mêmes questions qui sont posées à tout le monde, mais c'est surtout sous forme, justement, d'entrevues et d'analyse de ces entrevues-là que se fait l'évaluation.